Mon gendre et son père ont jeté ma fille enceinte par-dessus bord de leur yacht à minuit. Elle a heurté quelque chose dans l'eau et se noyait dans l'Atlantique. J'ai crié à l'aide, mais ils ont juste ri et sont partis. Quand les gardes-côtes l'ont repêché 3 heures plus tard, j'ai appelé mon frère et j'ai dit, il est temps d'en finir avec eux. Le mari de ma fille et son père l'ont jeté de leur yacht dans l'océan Atlantique, à minuit. Elle était enceinte de 4 mois. Alors que je hurlais dans les ténèbres, en la regardant disparaître dans l'eau noire, ils riaient, disant qu'elle faisait du théâtre. Puis, ils ont fait demi-tour avec le yacht et sont repartis vers le rivage, la laissant là. Lorsque les gardes-côtes l'ont finalement sortie de l'eau, 3 heures plus tard, à peine vivante, j'ai passé un seul coup de fil à mon frère aîné. Je n'ai dit que 5 mots, il est temps d'en finir. Avant de vous raconter la suite, si vous aimez les histoires de justice et de vengeance, abonnez-vous à Guidette Vengeance et aimez cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires depuis quel état vous regardez, je suis curieux de savoir. La soirée avait commencé assez innocemment. Ma fille Emily et moi étions invités à bord du luxueux yacht de la famille Whitmore, le Sarafina, pour ce qu'ils appelaient leur soirée annuelle d'automne. C'était fin septembre, et nous étions ancrés au large de Martha's Vineyard. L'air avait ce piquant typique de la Nouvelle-Angleterre, ce genre de froid qui vous avertit que l'hiver n'est pas loin. Je suis Robert Sullivan, 65 ans, un architecte à la retraite qui a passé sa carrière à concevoir des bâtiments, et non à naviguer dans les eaux dangereuses des familles riches et puissantes. Je suis un homme calme par nature. J'ai élevé Emily seule, après la mort de ma femme quand Emily n'avait que 8 ans. Je lui ai appris à être gentille, à travailler dur, à faire confiance aux gens. J'ai eu tort de lui apprendre ça. Emily avait épousé Marcus Whitmore 2 ans plus tôt. C'était un gestionnaire de fonds spéculatifs, beau, avec ce style soigné des écoles privées que les familles riches semblent produire. Son père était le sénateur Charles Whitmore, un homme dont le visage apparaissait régulièrement aux informations, toujours avec ce sourire travaillé et cette poignée de main ferme. Le pouvoir et l'argent irradiaient des Whitmore, comme la chaleur de l'asphalte en été. Dès le début, je ne leur ai pas fait confiance. Appelez ça une intuition de père, ou peut-être juste l'instinct d'un homme qui a passé des décennies à lire des plans, et à comprendre que ce qui semble solide en surface peut cacher des problèmes structurels en dessous. Mais Emily aimait Marcus, ou pensait l'aimer, et j'ai tenu ma langue. Quel père veut être celui qui gâche le bonheur de sa fille? Cette nuit-là, sur le yacht, environ 40 invités se mêlaient sur le pont, verre de champagne à la main, au son du jazz flottant depuis des haut-parleurs dissimulés. Emily se tenait près du bastingage, portant une robe bleu marine qui dissimulait son petit ventre arrondi. Elle avait annoncé sa grossesse à Marcus le matin même. Sa réaction, m'avait-elle dit, avait été étrange. Pas joyeuse, pas en colère, juste froide, distante. Je l'observais maintenant à travers le pont, en grande conversation avec son père. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à Emily, puis détournait le regard, leurs expressions illisibles. Quelque chose dans leur langage corporel a déclenché des signaux d'alarme dans ma tête. J'avais appris, au fil des années, à faire confiance à ses instincts. Vers 22 heures, la plupart des invités étaient descendus au pont inférieur, dans le salon principal où le dîner était servi. Emily s'excusa pour aller aux toilettes. Je discutais avec un couple âgé de leur maison d'été à Nantucket, quand j'entendis la voix de Marcus fendre l'air du soir. « Emily, viens ici un instant. » Je me suis retourné. Marcus et son père se tenaient à l'autre bout du pont, près de la rambarde arrière. Emily s'avança vers eux, souriante. Même à 6 mètres de distance, je voyais qu'elle essayait toujours, de gagner leur approbation. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-elle. Marcus se pencha vers elle, dit quelque chose que je ne pus entendre. Le sourire d'Emily vacilla. Elle secoua la tête, commença à se détourner. C'est à ce moment-là que Marcus lui attrapa le bras. Son père s'avança de l'autre côté. J'ai commencé à avancer vers eux, le cœur battant soudainement la chamade. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. « Lâche-moi » dit Emily, la voix montant dans les aigus. « Qu'est-ce que tu fais ? » « Je t'apprends juste à ne pas piéger un homme avec de fausses nouvelles de grossesse, a dit Marcus assez fort, maintenant, pour que je puisse l'entendre. Tu penses que je suis stupide ? Je sais ce que tu essaies de faire. Ce n'est pas faux. Je suis vraiment enceinte. La voix d'Emily était paniquée maintenant. Marcus, arrête. Elle essaya de se dégager, mais il tenait bon.
Le sénateur Whitmore se plaça derrière elle, bloquant sa fuite. Il l'avait coincée contre le bastingage. Je courais maintenant, en criant « Éloignez-vous d'elle ». Mais j'étais trop loin, trop lent. Un homme de 65 ans essayant de traverser un pont de yacht en chaussures de ville. Marcus regarda son père. Une communication silencieuse passa entre eux. Puis, d'un geste rapide, ils l'ont tous deux poussé. Émilie est passée par-dessus la rambarde en arrière, son cri se coupant net lorsqu'elle a heurté l'eau. Le bruit était mauvais, trop sec, comme si elle avait heurté quelque chose de dur avant que l'eau ne l'emporte. Je les ai rejoints en quelques secondes, j'ai attrapé Marcus par sa veste. « Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» Il m'a repoussé. J'ai trébuché, me suis rattrapé contre la rambarde, et j'ai regardé en bas, dans l'eau noire. Rien, juste l'obscurité et le bruit des vagues contre la coque. Elle nagera jusqu'au rivage, a dit calmement le sénateur Whitmore, en ajustant ses boutons de manchette. Ce n'est qu'à un demi-mille. Ça lui apprendra à mentir pour mettre la main sur l'argent de la famille. Elle est enceinte. Je leur ai hurlé dessus. Elle ne peut pas nager dans cette eau. Elle est à 7 degrés. Marcus a ri. Il a vraiment ri. Enceinte? Ouais, c'est ça. Ensuite, elle prétendra que le bébé est de moi et demandera une pension alimentaire. J'ai déjà vu des femmes comme elle. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste bougé. J'ai essayé d'attraper la bouée de sauvetage montée sur la cloison, mais le sénateur Whitmore s'est interposé devant moi. Monsieur Sullivan, je vous suggère de vous calmer. C'est une affaire familiale privée. Dégagez de mon chemin. Je l'ai bousculé, j'ai saisi la bouée de sauvetage, et je l'ai lancée aussi loin que je pouvais dans l'obscurité, là où Émilie était tombée. Elle a touché l'eau avec un plouf que je ne pouvais même pas voir. J'ai regardé par-dessus la rambarde, écarquillant les yeux. Les lumières du yacht n'éclairaient qu'environ 6 mètres d'eau noire et agitée. Au-delà, rien que les ténèbres. « Émilie » ai-je crié. « Émilie, tu m'entends ?» Le silence. Juste le claquement des vagues, et le son lointain du jazz jouant encore dans les haut-parleurs. J'ai sorti mon téléphone, composé le 911, et dit au répartiteur que nous avions une personne à la mer. Je leur ai donné nos coordonnées, notre emplacement, tout ce à quoi je pouvais penser. Marcus passa devant moi, se dirigeant vers le pont inférieur. Dramatique comme toujours, dit-il à son père. Elle est probablement déjà en train de grimper sur le rivage, planifiant sa prochaine manipulation. Je voulais le jeter par-dessus bord. Je voulais lui briser la mâchoire, mais je ne pouvais pas quitter l'eau des yeux. Je ne pouvais pas arrêter de scruter le moindre signe de ma fille. « Pourquoi n'avez-vous pas sauté après elle » demanda quelqu'un derrière moi. Une des invitées avait émergé d'en bas, attirée par le tapage. Je me suis retourné. C'était Madame Ashford, la femme âgée avec qui je parlais plus tôt. Elle avait l'air horrifiée. « Je ne nage pas bien, dis-je, la voix brisée. L'eau est trop froide, trop agitée. Si j'y vais, nous mourrons tous les deux. » Les gardes-côtes ont dit de rester sur place. De continuer à regarder. De continuer à l'appeler. Mais au moment même où je disais cela, la culpabilité m'écrasait, comme un poids physique. Ma fille était là-bas en train de se noyer, et je me tenais sur ce pont à ne rien faire. 20 minutes passèrent, puis 40. Les gardes-côtes arrivèrent, leurs projecteurs balayant l'eau noire. Je suis resté à la rambarde tout le temps, appelant le nom d'Émilie jusqu'à ce que ma voix disparaisse. Marcus et le sénateur Whitmore étaient allés sous le pont, agissant comme si de rien n'était. J'ai entendu Marcus dire aux autres invités qu'Émilie avait décidé de faire une baignade et qu'elle avait dû nager jusqu'au rivage. Au bout de 2 heures, j'ai entendu un des officiers des gardes-côtes sur sa radio. « On tient quelque chose. » J'ai agrippé la rambarde si fort que mes jointures sont devenues blanches. « Vivante » grésilla une autre voix en retour. Longue pause. Trop longue. À peine. Hypothermie. Traumatisme crânien. Elle est inconsciente. On a besoin d'une évacuation médicale maintenant. Ils l'ont remontée dans un panier de sauvetage. Je l'ai à peine reconnue. Son visage était bleu-gris, ses lèvres violettes. Il y avait une entaille sur son front. Du sang emmêlé dans ses cheveux. Elle ne bougeait pas.
Est-ce qu'elle respire? Ai-je demandé au médecin. À peine. Nous devons faire vite. Ils l'ont chargée sur le navire des gardes-côtes et j'ai commencé à suivre. Monsieur, nous avons besoin que vous restiez ici. L'un des officiers a dit, nous avons besoin de déposition. C'est une scène de crime maintenant. C'est ma fille. Nous savons, monsieur. L'hélicoptère l'emmènera au Massachusetts General Hospital. Vous pourrez la retrouver là-bas. Mais pour l'instant, nous avons besoin que vous nous racontiez exactement ce qui s'est passé. J'ai regardé le corps immobile d'Emily être emporté. Chaque instinct me criait de partir avec elle. Mais l'officier avait raison. Si je partais maintenant, Marcus et son père contrôleraient le récit. Ils feraient disparaître ça comme si cela n'était jamais arrivé. D'accord, dis-je. Je vais tout vous raconter. J'ai fait ma déposition aux gardes-côtes. Je leur ai dit exactement ce que j'avais vu. Marcus et le sénateur Whitmore poussant délibérément Emily par-dessus bord. Je leur ai parlé de la grossesse, de l'accusation de Marcus, de la façon dont ils avaient ri. Le jeune officier qui prenait ma déposition avait l'air mal à l'aise. Monsieur Sullivan, vous comprenez? Nous devrons enquêter de manière approfondie. Le sénateur Whitmore est. Eh bien, c'est un sénateur. Ces accusations sont graves. Plus graves qu'une tentative de meurtre. Je dis juste que ce sera compliqué. Il avait raison. Au moment où je suis arrivé à l'hôpital, 3 heures plus tard, les avocats étaient déjà arrivés. Pas mes avocats, les leurs. 2 hommes en costume coûteux se tenaient dans la salle d'attente des soins intensifs, parlant à voix basse avec un administrateur de l'hôpital. Une femme médecin s'est approchée de moi. Elle était jeune, l'air épuisé. Monsieur Sullivan, je suis le docteur Chen. Votre fille est stable mais dans un état critique. Elle souffre d'une hypothermie sévère, d'une commotion cérébrale, et elle a inhalé une quantité importante d'eau. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Le bébé. Elle hésita. Nous ne savons pas encore. Il est trop tôt pour dire si la grossesse est encore viable. Les prochaines 48 heures sont cruciales. Je me suis effondré sur une chaise. Tout semblait irréel, comme si je regardais cela arriver à quelqu'un d'autre. L'un des avocats s'approcha de moi. Monsieur Sullivan, je suis James Kirkland. Je représente la famille Whitmore. Nous sommes profondément préoccupés par l'accident de Madame Whitmore. Ce n'était pas un accident, ai-je dit. Et nous tenons à vous assurer que le sénateur Whitmore et son fils coopèrent pleinement avec les autorités. Cependant, nous vous mettons en garde contre toute déclaration incendiaire qui pourrait constituer de la diffamation. Éloignez-vous de moi. Monsieur Sullivan, je comprends que vous soyez bouleversé, mais... Je me suis levé. Je ne suis pas un homme violent. Je ne l'ai jamais été. Mais à ce moment-là, si cet avocat avait dit un mot de plus, j'aurais pu le devenir. Il a dû voir quelque chose dans mes yeux, car il a reculé, a hoché la tête sèchement, et s'est retiré vers son collègue. Je me suis rassis et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de rage. Une rage froide et silencieuse qui montait depuis que j'avais vu ma fille disparaître dans cette eau noire. J'ai fait défiler mes contacts et j'ai trouvé le nom que je cherchais, Thomas Sullivan, mon frère aîné. Je ne lui avais pas parlé depuis près de 2 ans. Pas depuis une dispute familiale à propos d'une chose si futile que je ne m'en souvenais même plus maintenant. Thomas avait passé 30 ans au FBI. La majeure partie de ce temps dans leur division des crimes financiers. C'était un jury comptable, le genre d'enquêteur capable de regarder un tableur et de voir les crimes cachés dans les chiffres. Il avait mis sous les verrous des politiciens corrompus, des chefs de la mafia, des criminels d'entreprise. Il avait pris sa retraite il y a 5 ans, dans une petite ville du Vermont. Mais je savais qu'il avait encore des relations, encore des compétences. J'ai appuyé sur appeler. Il a répondu à la 3e sonnerie. Robert. Sa voix était prudente. Nous ne nous étions pas quittés en bons termes. Tommy. Je ne l'avais pas appelé comme ça depuis que nous étions enfants. J'ai besoin de ton aide. Silence. Puis, que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Ma voix est restée égale, contrôlée, comme si je décrivais la conception d'un bâtiment au lieu de la tentative de meurtre de ma fille. Quand j'ai fini, il y a eu une longue pause. Ces gens,
a dit Thomas finalement, tu parles du sénateur Charles Whitmore. Oui. Robert, c'est l'un des hommes les plus puissants du Massachusetts, probablement candidat au poste de gouverneur l'année prochaine. Il a des relations dans chaque agence, chaque palais de justice. Je sais qui il est, Tommy. Je sais ce que je demande. Une autre pause. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, peser les risques. Où es-tu en ce moment, demanda-t-il. Masse générale. Salle d'attente des soins intensifs. Reste-y. Ne parle plus à aucun avocat. Ne parle pas à la police sans ma présence. Ne parle à personne. Je quitte le Vermont maintenant. Je serai là dans 3 heures. Tommy. Je ne fais pas ça pour toi, Robert. Je le fais pour Emily. Cette petite fille m'a envoyé une carte d'anniversaire l'année dernière. Même si nous ne nous parlions pas, elle n'était pas obligée de faire ça. Ma gorge se serra. Merci. Ne me remercie pas encore. Si ce que tu m'as dit est vrai, ça va devenir laid. Les Whitmore utiliseront toutes les ressources qu'ils ont pour enterrer ça. Es-tu prêt pour ça? J'ai regardé à travers la vitre de la chambre d'Emily, les machines respirant pour elle, les moniteurs suivant ses signes vitaux faiblissants. Oui, dis-je. Je suis prêt. Je suis resté à l'hôpital toute la nuit. Emily est restée inconsciente. Son état était jugé critique. Vers 3 heures du matin, une infirmière m'a annoncé que la grossesse avait pris fin. Le traumatisme, l'hypothermie, le stress. C'en était trop. Ma fille avait perdu son bébé. Je me suis assis sur cette chaise en plastique et j'ai senti quelque chose se briser en moi, pas se fissurer, se briser complètement. Quelle que soit la pitié que j'aurais pu ressentir, quelle que soit l'impulsion vers le pardon, tout est mort à ce moment-là. Thomas est arrivé juste avant l'aube. Il semblait plus vieux dans mes souvenirs, ses cheveux étaient presque gris maintenant, les rides profondes autour de ses yeux, mais ses yeux étaient toujours vifs, enregistrant toujours tout. Il s'assit à côté de moi sans un mot. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Raconte-moi encore, dit-il finalement. Chaque détail. N'oublie rien. Alors, je l'ai fait. Cette fois, j'ai inclus des choses que je n'avais pas dites au garde-côte. Comme le fait que j'avais vu Marcus et le sénateur Whitmore chuchoter ensemble plus tôt dans la soirée. Comment ils avaient observé Emily toute la nuit avec des expressions que je ne pouvais pas lire. Comment, lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse à Marcus ce matin-là, il avait immédiatement appelé son père. Thomas écouta sans m'interrompre. Quand j'eus fini, il resta silencieux un long moment. D'accord, dit-il. Voici ce à quoi nous avons affaire. Le sénateur Whitmore est en politique depuis 30 ans. Il est riche, connecté, et très, très prudent. S'il a fait ça, s'il a délibérément essayé de faire du mal à Emily, il l'a déjà fait avant. Qu'est-ce que tu veux dire? Les hommes comme lui ne décident pas soudainement de commettre des violences. Il y a toujours un modèle, un historique. Nous devons le trouver. Comment? J'ai encore des amis au bureau, et je connais quelques journalistes qui me doivent des faveurs. Des gens qui n'ont pas peur de s'en prendre aux hommes puissants. Il me regarda. Mais Robert, tu dois comprendre quelque chose. Si nous faisons ça, nous déclarons la guerre. Les Whitmore s'en prendront à nous avec tout ce qu'ils ont. Nos finances, nos réputations, peut-être même notre sécurité. Es-tu sûr? J'ai pensé à Emily allongée dans ce lit d'hôpital. J'ai pensé à mon petit enfant qui ne naîtrait jamais. J'ai pensé à Marcus riant alors que ma fille se noyait. Je suis sûr. Thomas hocha lentement la tête. Alors voici ce que nous allons faire. D'abord, nous ne réagissons pas. Nous ne portons pas d'accusation. Nous faisons semblant de croire leur histoire selon laquelle c'était un accident. Nous jouons les gentils. Je ne peux pas. Si, tu peux. Parce que pendant qu'ils pensent que nous reculons, je vais creuser. Je vais tout découvrir sur le passé de Charles Whitmore. Chaque affaire commerciale, chaque relation, chaque squelette dans chaque placard. Et quand j'aurai fini, nous le détruirons. Les 3 jours suivants furent une torture. Emily est restée dans un coma artificiel pendant que son corps essayait de récupérer. Je m'asseyais près de son lit, je lui tenais la main, et je ne disais rien à personne, sauf aux médecins et aux infirmières.
Marcus a rendu visite une fois. Il est entré avec des fleurs, son avocat planant derrière lui, et a commencé à parler de la tragédie de cet accident. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé jusqu'à ce qu'il parte. Le sénateur Whitmore a envoyé des cadeaux, des paniers de fruits coûteux, des fleurs, une carte exprimant ses plus profondes sympathies pour cet incident malheureux. J'ai tout jeté. Pendant ce temps, Thomas travaillait. Il m'appelait tous les soirs pour me donner des nouvelles, toujours bref, toujours prudent sur ce qu'il disait au téléphone. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit le 4e jour. La première femme du sénateur Whitmore. Elle est morte il y a 20 ans, tombée dans les escaliers de leur maison d'été à Nantucket. Ça a été jugé comme un accident. Et j'ai retrouvé le médecin légiste qui a fait l'autopsie. Il est à la retraite maintenant, il vit en Floride. Je prends l'avion demain pour lui parler. Qu'est-ce que tu penses trouver? Je ne sais pas encore, mais je connais quelqu'un qui a travaillé sur cette affaire. Il m'a dit en off qu'il y avait des choses à propos de cette mort qui ne lui avaient jamais paru claires. Des ecchymoses qui ne correspondaient pas au schéma de la chute. Un timing qui ne collait pas. Mais le sénateur Whitmore avait des amis dans le département. L'affaire a été classée rapidement. Ma main s'est resserrée sur le téléphone. Il a déjà fait ça. Peut-être. Je vais le découvrir. Le 6e jour, Émilie s'est réveillée. J'étais assis à côté de son lit, à moitié endormi sur ma chaise, quand j'ai entendu sa voix, à peine un murmure. Papa. J'ai attrapé sa main. Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. Ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle avait l'air confuse, désorientée. Quoi? Où suis-je? Tu es à l'hôpital. Tu vas t'en sortir. Elle cligna des yeux et je vis la mémoire revenir dans son regard. L'horreur, la peur. Marcus. Ils m'ont poussé. Papa, ils m'ont poussé du yacht. Je sais. Je l'ai vu. Je m'en occupe. Le bébé? Elle commença à pleurer, sa main se déplaçant vers son ventre. Est-ce que le bébé? Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais pas trouver les mots. Elle l'a vu sur mon visage. Non, murmura-t-elle. Non, non, non. Les moniteurs ont commencé à biper. Les infirmières se sont précipitées. On m'a fait sortir pendant qu'il la calmait avec des sédatifs. À travers la vitre, j'ai regardé ma fille sangloter, et quelque chose de définitif s'est durci dans ma poitrine. Thomas a appelé ce soir-là. J'ai parlé au médecin légiste. Il est prêt à témoigner officiellement. Il dit que la première femme de Charles Whitmore avait des blessures défensives sur les bras, des bleus compatibles avec le fait d'avoir été saisie et secouée. Le traumatisme crânien ne correspondait pas à une chute. Il correspondait au fait d'avoir été frappé, puis poussé. Jésus. Il y a plus. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Une femme nommée Patricia Hammond. Elle était la directrice de campagne de Whitmore il y a 15 ans. Elle a déposé une plainte à la police affirmant qu'il l'avait agressée. Le rapport a disparu. Elle a reçu $200 000 et a signé un accord de confidentialité. Peut-elle témoigner? Si nous pouvons briser l'accord de confidentialité. Et j'ai découvert autre chose, Robert. Marcus a un fonds en fiducie d'une valeur de $40 millions. Il lui revient quand il aura 36 ans, l'année prochaine, mais il y a une clause. S'il est marié, sa femme a droit à la moitié en cas de divorce. La compréhension m'a frappé comme une douche froide. Émilie a découvert qu'elle était enceinte. Elle le lui a dit ce matin-là. Et soudain, il envisage de perdre $20 millions de plus si elle obtient la garde de l'enfant. Alors ils ont décidé de régler le problème. C'est ce que je pense. Mais le prouver est une autre affaire. Ils diront que c'était un accident, un malentendu tragique. Ils ont des avocats, de l'argent, des relations politiques. Nous avons besoin de plus. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de rendre le sénateur Whitmore nerveux. Assez nerveux pour faire une erreur. Thomas est venu à Boston le lendemain. Nous nous sommes assis dans une cafétéria d'hôpital qui sentait le mauvais café et l'antiseptique, et il a exposé son plan. J'ai passé des appels, a-t-il dit, parlé à d'anciens contacts, des journalistes en qui j'ai confiance.
Je leur ai donné des informations générales sur la mort de la première femme du sénateur Whitmore, sur Patricia Hammond. Sur certaines transactions financières douteuses que j'ai trouvées dans ses comptes de campagne. Quel genre de transactions financières? Le genre qui implique des comptes offshore et des dons qui dépassent les limites légales. Rien de concret pour l'instant, mais assez pour rendre les gens curieux. Assez pour commencer à poser des questions. Quand? Demain, le Boston Globe publie un article. Des questions entourent le passé du sénateur Whitmore. Ce n'est pas une accusation, juste des questions. Mais ça attirera l'attention. Il saura que ça vient de nous. Qu'il le sache. Je veux qu'il ait peur. Les gens qui ont peur font des erreurs. L'article est paru le lendemain matin. J'ai regardé la couverture médiatique depuis la chambre d'Emily. Elle était réveillée maintenant, lucide, mais dévastée. Elle me tenait la main alors que nous regardions le sénateur Whitmore donner une conférence de presse, le visage grave, la voix mesurée. Ces allégations sont totalement infondées, disait-il. La mort de ma première femme a été un tragique accident, sur lequel les autorités locales ont enquêté de manière approfondie. Je suis attristé que quelqu'un essaie d'utiliser la douleur de ma famille à des fins politiques. Quant à l'incident récent impliquant ma belle-fille, nous coopérons pleinement avec l'enquête des gardes-côtes. C'était un accident horrible et nos cœurs vont à Emily et à son père en cette période difficile. Il était bon, calme, sympathique, crédible. Pendant un instant, je me suis demandé si nous avions la moindre chance. Puis Thomas a appelé. Mais la chaîne 7, maintenant. J'ai trouvé la chaîne. Une conférence de presse commençait. Une femme que je ne reconnaissais pas se tenait à un pupitre, les mains tremblant légèrement. « Je m'appelle Patricia Hammond », a-t-elle dit. Il y a 15 ans, j'ai travaillé comme directrice de campagne pour celui qui était alors le sénateur d'État Charles Whitmore. Durant cette période, il m'a agressé sexuellement. Lorsque je l'ai signalé à la police, ma plainte a disparu. On m'a payé pour que je me taise et que je signe un accord de non-divulgation. Aujourd'hui, avec l'aide d'un conseiller juridique, je romps cet accord. Le sénateur Whitmore est un homme dangereux qui a utilisé son pouvoir et sa richesse pour réduire ses victimes au silence pendant des décennies. Je suis ici pour dire, plus jamais. La cafétéria est devenue silencieuse. Tout le monde regardait. Mon téléphone a vibré. Thomas, encore. Ce n'est pas tout. J'ai trouvé 3 autres femmes. Elles vont toutes témoigner. Et j'ai trouvé autre chose, Robert. Des documents financiers montrant que Marcus avait fait des recherches sur les moyens de rompre les contrats de mariage. 3 semaines avant que ta fille ne lui parle de la grossesse. Il savait qu'elle essayait de tomber enceinte. Il planifiait déjà comment se débarrasser d'elle si cela arrivait. Tu peux prouver ça. Son historique de recherche, les factures de son avocat, ses emails, tout ça. Et voici la meilleure partie. J'ai découvert qui était sur le yacht cette nuit-là. L'un des invités était un capitaine des gardes-côtes à la retraite. Je lui ai parlé ce matin. Il a tout vu. Il est prêt à témoigner qu'il a vu Marcus et le sénateur Whitmore pousser délibérément Emily. Mes mains ont commencé à trembler. Pourquoi n'a-t-il rien dit avant? Il a essayé. Les avocats des Whitmore l'ont atteint en premier, lui ont dit qu'il se trompait, qu'il avait bu. Mais maintenant, avec tout le reste qui sort, il est prêt à dire la vérité. Au cours de la semaine suivante, tout s'est effondré pour les Whitmore. Le FBI a ouvert une enquête sur les finances de campagne du sénateur Whitmore. La police d'État du Massachusetts a rouvert l'enquête sur la mort de sa première femme. Marcus a été arrêté et accusé de tentative de meurtre, d'agression et de mise en danger imprudente. Le sénateur Whitmore a tenu une autre conférence de presse. Cette fois, ses mains tremblaient, sa voix se brisait. Il a tout nié, a parlé de complot, a blâmé des ennemis politiques. Personne ne l'a cru. Je me suis assis avec Emily et j'ai regardé tout cela se produire. Elle devenait plus forte chaque jour, physiquement du moins. Émotionnellement, elle était détruite. Elle avait perdu son bébé, son mariage, sa confiance envers les gens. Elle pleurait beaucoup. Elle ne parlait pas beaucoup. J'aurais dû t'écouter, a-t-elle dit un soir. Tu ne leur as jamais fait confiance. Tu voulais croire en l'amour. Ce n'est pas mal. Ça m'a presque tué. Mais ça ne l'a pas fait. Tu es vivante.
tu es forte. Et ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Le procès a duré 8 mois. Je me suis assis dans cette salle d'audience, chaque jour, regardant Marcus se tortiller sur son siège, tandis que les témoins se succédaient pour témoigner contre lui. Le capitaine des gardes-côtes à la retraite, d'autres invités du yacht qui avaient entendu les menaces de Marcus plus tôt dans la soirée, des experts financiers qui ont exposé le mobile du fonds en fiducie. Des médecins légistes qui ont expliqué comment Emily aurait pu mourir d'hypothermie et de noyade. Les avocats de Marcus ont tout essayé. Ils ont prétendu qu'Emily avait sauté, que c'était une tentative de suicide. Ils ont prétendu qu'elle était montée sur la rambarde elle-même et qu'elle était tombée accidentellement. Ils l'ont dépeinte comme émotionnellement instable, manipulatrice, une croqueuse de diamants qui avait piégé leur client avec une fausse grossesse. Emily a traversé tout cela avec une dignité silencieuse. Lorsqu'elle a finalement pris la barre et raconté son histoire, il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. Le jury a délibéré pendant 4 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Le procès du sénateur Whitmore a suivi. Thomas avait rassemblé suffisamment de preuves pour l'accuser de meurtre au premier degré dans la mort de sa première femme, de complot en vue de commettre un meurtre dans le cas d'Emily, et de multiples chefs d'accusation d'entrave à la justice. Ce procès a pris plus de temps, 14 mois, mais le résultat a été le même. Coupable. J'étais là quand ils ont lu le verdict. J'ai regardé le visage de Charles Whitmore au moment où les mots ont fait leur chemin. Il n'avait probablement jamais rien perdu de sa vie auparavant, jamais fait face à des conséquences, jamais entendu un nom de la part de quelqu'un qui comptait. Il a regardé à travers la salle d'audience et m'a trouvé dans la galerie. Nos yeux se sont croisés. Je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé. Je l'ai juste regardé, et j'ai espéré qu'il comprenait. C'était ce qui arrivait quand on faisait du mal à l'enfant de quelqu'un. 2 ans ont passé depuis cette nuit sur le yacht. Emily va mieux. Pas très bien, mais mieux. Elle a vendu son alliance, fait don de l'argent à une association caritative pour les victimes de violences domestiques. Elle est retournée à l'école, a obtenu son master en architecture paysagère. Elle conçoit des parcs maintenant, créant de beaux espaces où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Elle ne sort avec personne. Elle dit qu'elle n'est pas prête. Peut-être qu'elle ne le sera jamais. Je ne la pousse pas. Elle a 28 ans et elle en a assez traversé. Elle guérira à son propre rythme. Thomas et moi nous parlons régulièrement maintenant. Nous avons réparé ce qui était brisé entre nous. Il s'avère que le fait de manquer de perdre quelqu'un que l'on aime remet les disputes futiles en perspective. Il écrit un livre sur l'affaire. Il dit qu'il s'appellera Les secrets du sénateur, comment le pouvoir corrompt. Il m'a demandé si je voulais le coécrire. J'ai refusé. Je n'ai pas besoin de raconter cette histoire encore et encore. Je l'ai vécue une fois. C'est suffisant. Marcus Whitmore purge une peine de 30 ans dans une prison fédérale. Le sénateur Charles Whitmore a pris la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, pour le meurtre de sa première femme. Leurs appels ont tous échoué. Parfois, Emily me demande si je pense que ce que nous avons fait était de la vengeance ou de la justice. Je lui dis que je pense que c'est les deux. Et je pense que c'est bien ainsi. Parce que voici ce que j'ai appris, les hommes calmes ne sont pas des hommes faibles. Pendant des décennies, j'ai été calme, pacifique, arrangeant. J'ai laissé passer les choses, évité les conflits, je n'ai pas fait de vagues. Les gens comme les Whitmore comptaient là-dessus. Ils comptaient sur le fait que les gens comme moi détourneraient le regard, resteraient silencieux, auraient peur. Mais ils ont oublié quelque chose d'important. Le calme ne signifie pas l'impuissance. Cela signifie simplement la patience. Et la patience, lorsqu'elle est combinée à la détermination et à la vérité, est l'arme la plus puissante au monde. Emily et moi dînons ensemble tous les dimanches maintenant. Nous ne parlons pas de Marcus ou de son père. Nous ne parlons pas de cette nuit sur le yacht. Nous parlons de ses projets, du jardin qu'elle conçoit pour un hôpital pour enfants, de l'avenir. Dimanche dernier, elle m'a dit qu'elle pensait recommencer à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux. Juste un café avec un collègue de travail, un paysagiste qui semble gentil. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé ma fille, cette femme forte et résiliente qui avait survécu à ce qui aurait dû la tuer. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 2 ans. L'espoir.
Je pense que tu devrais faire confiance à ton instinct, ai-je dit. Et je pense que tu devrais savoir que je suis toujours là, à veiller, à protéger. Elle a souri. Je sais, papa. Je sais. La vérité, c'est que je n'arrêterai jamais de veiller, jamais de protéger. C'est ce que font les pères. Nous construisons des choses, des maisons, des carrières, des familles. Et quand quelqu'un essaie de détruire ce que nous avons construit, nous ne nous contentons pas de nous mettre en colère, nous rendons l'appareil. Les Whitmore pensaient pouvoir jeter ma fille comme une ordure et ne faire face à aucune conséquence. Ils pensaient que leur argent et leur pouvoir les rendaient intouchables. Ils avaient tort. Parfois, les gens que vous sous-estimez sont les plus dangereux. L'architecte calme qui conçoit des bâtiments a appris quelque chose en 40 ans. Quand vous comprenez les structures, vous comprenez comment elles s'effondrent. Comment trouver les points faibles, comment tout faire s'écrouler. J'ai bâti ma vie sur des fondations solides. Les Whitmore ont bâti la leur sur des mensonges, la violence et l'arrogance. À la fin, une seule structure est restée debout. C'est l'histoire de la façon dont un homme calme a mis fin à deux hommes puissants. Je l'ai fait avec patience, avec l'aide de mon frère, et avec la seule arme à laquelle il ne s'attendait pas, la vérité. Laissez un commentaire ci-dessous sur ce que vous en pensez. Était-ce la justice ou la vengeance? Et rappelez-vous, ne sous-estimez jamais les gens calmes. Nous ne sommes pas faibles. Nous attendons juste le bon moment. Merci de m'avoir écouté. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.